Ils mangeaient et dormaient là. Pour le reste, ils s'arrangeaient avec une voisine, jusqu'au jour où, par hasard, Anna a entendu parler de la Maison des Femmes. Lorsque nous avons ouvert la Maison des Femmes, il y a eu beaucoup d'opposition. Dans notre société, la violence conjugale, la violence envers les femmes reste un sujet tabou. Malheureusement, passer le sujet sous silence fait encore partie de notre mentalité. À peine sortie de la Maison des Femmes, Galina Gazanova revient sur le lieu de son martyre, mais juste le temps de faire ses valises. Elle va habiter provisoirement chez ses parents avec 2 de ses 4 enfants. Dans le chambranle, il y a toujours un couteau. Une cuisine et une chambre où ils s'entassent à 6. Tout comme Anna, elle non plus ne sait pas où aller. Nous avons divorcé depuis longtemps, mais je reste ici car je ne peux pas me payer un appartement à moi. Nous sommes tous 2 propriétaires. J'ai demandé le divorce car il me battait sans arrêt. Au début, je n'ai rien dit, mais le jour où il m'a cassé les dents, j'ai déposé une plainte à la police. Après ma plainte à la police, il était encore plus agressif. C'est un caucasien. Chez eux, une femme ne dépose pas de plainte contre son mari, quoi qu'il ait fait. J'ai souvent supplié les autorités de me procurer une pièce, juste une pièce pour moi et mes 2 petits-enfants. On voulait juste dormir sans avoir peur, c'est tout. Que fait la police quand il me bat? Elle l'arrête et le relâche au bout de quelques jours. Il dit « Vous ne me mettrez pas derrière les barreaux, sinon je vous tuerai tous ». Galina a tenté de se défendre. Elle a déposé une plainte auprès du tribunal sans aucune aide. Elle n'avait pas les moyens de payer un avocat. Mais le tribunal lui a retourné ses documents, lui conseillant de se faire aider par un juriste. Elle s'est mise en quête d'une aide juridique qu'elle a finalement trouvée à la Maison des Femmes. Notre problème majeur, c'est que nous n'avons pas de loi spécifique réglant les violences conjugales. Nous la réclamons depuis plus de 10 ans. Cela simplifierait les choses. Mais comme cette loi n'existe pas, la police se défile. Elle n'aime pas enregistrer les plaintes pour violences conjugales. Souvent même, elle refuse de les enregistrer. Il est extrêmement rare qu'elle fasse une enquête sur un mari violent. Les procès pour violences conjugales sont encore plus rares. Comme je vous le disais, c'est une question de mentalité. Depuis 12 ans, Marina Grechishkina se bat pour faire changer les mentalités. Avec une équipe de psychothérapeutes, de juristes et de sociologues, elle vient en aide aux femmes battues. Les femmes qui sont ici ont subi des violences physiques ou psychiques. Une violence qui se manifeste dans toutes les couches de la société. Le problème serait culturel. Pendant longtemps, la Maison des Femmes à Saint-Pétersbourg a été la seule de toute la Fédération de Russie. Aujourd'hui, on en compte 22, ainsi qu'un réseau d'associations féminines ouvertes à toutes les femmes qui cherchent de l'aide. Et nous allons maintenant tout au nord de l'Europe, en Laponie. C'est l'histoire d'une ville minière en Suède. Au fil des ans, on creuse de plus en plus profond sous terre pour en extraire du fer. Un jour ou l'autre, les bâtiments vont s'écrouler. Il faut déménager. À Kiruna, de gigantesques engins extraient le minerai de fer 24 heures sur 24 et 365 jours par an. De janvier à mars 2008, la production a atteint 5,4 millions de tonnes. 4 km de long, 80 mètres d'épaisseur, l'énorme veine de minerai de fer est embiée dans le sol, comme on le voit sur le plan de coupe. Depuis quelques années, le forage a des conséquences dramatiques. Ici, la roche devient friable. Il y a des déformations et des fissures de plus en plus longues. Aujourd'hui, on travaille entre 1800 et 1900 mètres de profondeur. Les fissures vont finir par atteindre Kiruna. La ville se trouve à peu près ici. D'ici à ce que les premières fissures atteignent Kiruna, il se passera une trentaine d'années. Mais il y aura de lourdes conséquences. D'ores et déjà, certains quartiers de Kiruna sont déclarés zones à risque et doivent être déplacés vers la partie désaffectée de la mine. Personne ne s'oppose au déménagement. Les habitants de Kiruna connaissent parfaitement l'importance de la mine pour la ville. Nombre d'entre eux sont optimistes et voient le côté positif du déménagement. Nous allons construire une nouvelle ville. Une opinion que ne partagent pas les Winnebeck et la plupart de leurs voisins. Ils ne veulent pas déménager.
Elling Winnebeck ne veut pas quitter sa maison, construite par son père. Dans le quartier, on s'énerve à la façon suédoise, c'est-à-dire calmement, car on ne comprend pas pourquoi les responsables ne donnent pas d'informations. En fait, on ne sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on doit déménager dans 4-5 ans, ou peut-être seulement dans 7 ans. Mais au fond, on n'en sait pas plus. Tout ce qu'on sait, on l'a appris dans le journal. La communication telle qu'elle est pratiquée par la société minière est un scandale. La ville de Kiruna a été fondée il y a exactement 100 ans pour l'exploitation minière. Aujourd'hui, le maire veut créer une ville nouvelle, encore plus belle. 99% des citoyens de Kiruna comprennent la nécessité du déménagement. Si la mine va, Kiruna va aussi. Nous vivons en parfaite symbiose. Nous devons donc résoudre ce problème ensemble. La ville a besoin de la mine, mais la mine est également dépendante de Kiruna. Voici le bâtiment le plus célèbre de Kiruna, l'église. En 2001, elle a été classée parmi les bâtiments les plus beaux de Suède. Tous les habitants souhaitent qu'elle soit démontée et remontée dans la ville nouvelle. Tous, sauf un, le curé de la paroisse. Construisons un nouveau Brasilia, soyons créatifs. Ça n'a aucun sens de démonter des bâtiments entiers. On ne fait que déménager l'enveloppe du bâtiment, pas son âme. Au lieu de ça, on devrait plutôt construire tous les ans une église de glace. C'est ce que nous faisons depuis 17 ans à Jukkasjärvi, tout près d'ici. À Malmberget, à 100 km au sud de Kiruna, les gens ont l'habitude d'habiter dans des maisons qui ne durent pas. Malmberget, qui signifie montagne de fer en suédois, comprend 12 puits de mine. Depuis les années 60, les habitants sont obligés de s'éloigner petit à petit du centre-ville. Certains emportent leur maison, d'autres y mettent le feu avant de partir. Ulrika et Jim Mylöv seront bien traités. Leur terrain est juste au-dessus de la mine et bientôt ils devront partir. Le quartier perd peu à peu son caractère, mais pour cela aucune compensation n'est prévue. Les Mylöv, eux, vont pouvoir emmener leur maison et le déménagement ne leur coûtera rien. Rien. Nous ne payons absolument rien. C'est la mine qui paie le déplacement de la maison et le nouveau terrain, qui sera 2 fois plus grand que le terrain actuel. Ils vont aussi nous construire une clôture, une nouvelle sortie de garage et un nouveau garage. Et nous aurons aussi une nouvelle véranda. En plus, ils vont nous mettre un nouveau gazon tout autour de la maison. Mais Jim Mylöv risque de ne pas profiter longtemps de son nouveau gazon. Début juin, en Laponie, avec 3 degrés au-dessus de zéro, le paysage était encore hivernal. À l'heure où beaucoup de journaux font leur une sur un début de crise de l'immobilier, aux Pays-Bas, un type de bâtiment particulier se vend de plus en plus régulièrement, ce sont les églises. La déchristianisation concerne les protestants comme les catholiques. Quand les églises et temples se vident, que doit-on faire? Dans la région d'Amsterdam, les agents immobiliers ne manquent pas d'idées. Dans cette église d'Amsterdam, le dimanche matin, on ne vient plus pour la messe, mais pour la célèbre after party. L'église a été transformée en boîte de nuit. Elle est même devenue la plus branchée de la capitale. Même chose à l'église Saint-Joseph. Au plat pays, on a trouvé une autre manière de se rapprocher des cieux. Cette église a été transformée en centre d'entraînement à l'alpinisme. Quant au péché de gourmandise, il a désormais son temple dans cette ancienne église transformée en café oriental. De moins en moins de places, mais de plus en plus d'églises vides. Très pragmatiques, catholiques comme protestants vendent désormais leurs biens. Une tendance sur laquelle surfe l'agence immobilière Reliplan, prix affiché de 200 000 à 4 millions d'euros. Voici l'album consacré à Amsterdam. Ce sont toutes les églises mises en vente. Ça s'est vendu, cette église a été vendue, vendue.
Aux Pays-Bas, nous avons 110 confessions différentes. Catholiques, protestants, libéraux, puritains, orthodoxes, de tout. Chaque année, une centaine d'églises sont mises en vente et nous en vendons une soixantaine. Nous trouvons ces bâtiments très beaux. Il y en a pour tous les goûts et personne n'avait eu l'idée de se spécialiser sur ce créneau. Je l'ai fait. Alors Mickey parcourt les Pays-Bas à bord de sa décapotable à la recherche d'églises à vendre. Alors là, nous allons visiter une église catholique qui est en vente avec 3 autres. Je vais essayer d'avoir quelques informations sur la vente. Diplomate, intuitive, Mickey en a déjà vendu 900. Bonjour mon père. Beau bâtiment, magnifique. Ça peut intéresser des entreprises et des crèches qui ont besoin d'espace. Il y a plusieurs possibilités car il y a beaucoup de surface au sol. On peut créer plusieurs niveaux, mettre des vasistas dans le toit car l'église n'est pas classée monument historique. Il y a beaucoup d'aménagements possibles. La paroisse veut continuer. Nous souhaitons avoir une nouvelle église plus centrale, construire un nouvel édifice et cela coûte de l'argent. Nous avons besoin de très bien vendre cette église. Je sais que c'est dur à dire, c'est un peu brutal, pas chrétien, mais nous avons besoin d'argent. Contrairement aux protestants, les catholiques considèrent l'église comme un lieu sacré. L'évêché refuse de céder la place à un islam en pleine expansion ou, pour d'autres raisons, à des lieux de péché. C'est une décision triste. Si l'église est vendue, nous refusons qu'elle soit consacrée à des activités en opposition avec nos principes, à des activités trop éloignées de son objet initial. Nous préférons la détruire plutôt que de la voir abriter des activités en contradiction avec les sacrements vécus ici. Seul un quart est acheté par des particuliers. Le reste est vendu à des entreprises qui en font des logements ou des bureaux. Mais le plus surprenant reste cet ancien temple vendu à un cabinet dentaire pour près de 2 millions d'euros. Nous visitons une église où on a installé 7 salles de soins dentaires. Vous pouvez encore admirer les vitraux, la voûte et tous les détails de l'église. Un achat qui ne doit rien au hasard. Nous l'avons d'abord acheté à cause de la lumière exceptionnelle, mais aussi parce que nous sommes spécialisés dans les patients hyper-anxieux. Dès qu'ils entrent ici, les gens sont plus calmes. Du coup, ça attire la clientèle. Athéisme oblige, cantine et bureau devraient continuer de mettre à l'index le bénitier. Et c'est ainsi que se termine la 2e saison de Zoom Europa. Nous serons de retour à la rentrée pour vous parler de l'Europe de la manière la plus claire, la plus attrayante et la plus variée possible. Et si vous ne pouvez pas vous passer de Zoom Europa pendant l'été, notre site internet reste ouvert. Vous pourrez revoir des reportages diffusés cette année. Nous vous avons préparé des dossiers thématiques et aussi quelques surprises. Alors rendez-vous sur arte.tv, rubrique Zoom Europa. Et moi je vous retrouve avec grand plaisir le 5 septembre. Très bel été à tous.